et seuls qui sont derrière moi sont les enfants qui autrefois étaient appelés Kuluna, qui étaient partis à Kanyamakase, c'est pour une formation, qui l'ont parachevé et qui aujourd'hui reviennent à Kinshasa où ils ont trouvé leur affectation afin de s'adonner aux différents travaux que le service national a prévus dans cette ville de Kinshasa. Depuis quelques semaines, des jeunes dits délinquants, Kuluna ou bébés noirs, sont arrêtés et exécutés dans les rues de Brazzaville. Ces exécutions sont l'œuvre de la Direction générale de la sécurité présidentielle dirigée par le général Serge Oboa. Il est quand même étonnant de voir que dans une république comme le Congo-Brazzaville, ces exécutions puissent avoir lieu et personne ne critique, personne n'en parle. Ni l'Union africaine, ni l'Union européenne, ni les Nations unies, ni aucune organisation internationale ne condamne Brazzaville. N'est-ce pas que les Congolais sont prisonniers de leurs richesses, puisque ces puissances ont besoin des richesses du Congo et donc passent tout au dictateur de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Dans la chronique qui va suivre, nous allons essayer de décortiquer ce phénomène et expliquer aux Congolais ce qu'il se passe et quelles seraient les voies possibles du traitement de la délinquance des mineurs. En tout cas, ce ne serait pas par la brutalité, la violence et les crimes odieux que la sécurité présidentielle est en train de perpétrer, des crimes qui mériteraient que la Cour pénale internationale de justice puisse s'en saisir. Il est très étonnant de voir que des jeunes soient assassinés, puisque c'est le mot, lorsque le traitement de la délinquance ne passe pas par les tribunaux, par la justice et qui sont exécutés dans les rues. Ce sont des crimes crapuleux qui nécessitent des poursuites judiciaires. Chers téléspectateurs de R7, bonjour. Bienvenue dans notre chronique de ce jour. Nous allons dans cette chronique aborder la situation qui anime notre pays, une situation à la fois triste et grave qui concerne une partie de la jeunesse congolaise qualifiée des Kuluna ou encore de bébés noirs. Je suis Didier Mouini Igolo, celui qui vous présente habituellement la chronique, et c'est avec un grand plaisir que j'aimerais échanger avec les téléspectateurs de R7, mais aussi avec tous ceux qui pourront regarder cette émission sur la chaîne YouTube de R7, afin d'échanger, mais vraiment calmement, sereinement, sans violence, sans brutalité, parce que de tout ce que nous lisons, de tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, nous savons très bien que cette situation des bébés noirs et des Kuluna dure depuis trop longtemps. Les bébés noirs ou Kuluna ont endeuillé trop de familles. C'est un problème qui dépasse les populations, mais attention, il n'empêche que les bébés noirs restent des citoyens congolais, nos amis, nos enfants. Pour certains, nos petits-enfants, nos cousins, nos cousines, nos filles. Et ces jeunes, il faut comprendre le phénomène social qui les anime et il faut y apporter une réponse sociale parce que si nous nous trompons dans le diagnostic, nous n'arriverons jamais à trouver le bon traitement et c'est ce qui va faire que le phénomène, on pourra toujours tuer tous ceux qu'on va considérer comme bébés noirs ou Kuluna, mais le phénomène risque de revenir. Les pédagogues, les sociologues, les philosophes, les enseignants, les religieux, les parents, les politiques le savent très bien qu'un fait social, il faut le traiter avec calme, avec efficience, avec beaucoup de sagesse et de conscience, avec beaucoup d'amour, parce que si on traite avec brutalité seulement, on finit par ne pas régler le problème, mais plutôt l'étouffer. Quand on va l'étouffer, à un moment donné, l'étouffement va cesser et ça finira par ressortir. C'est pour cela qu'en voyant toutes les passions que ce phénomène s'est fait autour des bébés noirs et l'intervention dans la danse de la Direction générale de la sécurité présidentielle avec violence, brutalité, puisqu'on compte quand même beaucoup de morts, eh bien, ça déchaîne des passions. Ce qui fait qu'il y a comme ça des conflits de génération
ou de point de vue selon ceux qui habitent au Congo ou à l'étranger, selon ceux qui habitent Brazzaville ou l'intérieur du pays, selon ceux qui habitent Pointe-Noire ou telle zone. Donc, je vous propose une réflexion à la fois académique, mais aussi sociale, qui tient compte du quotidien. Comment comprendre ce phénomène? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la Direction générale de la sécurité présidentielle qui intervient? Et d'ailleurs, pourquoi cette intervention avec une telle violence? Alors, je ne saurais dater avec beaucoup d'efficacité l'apparition du phénomène de bébés noirs, en tout cas à Brazzaville principalement, et surtout dans les quartiers nord de Brazzaville. Mais je peux dire au moins une chose. Les bébés noirs apparaissent comme une délinquance juvénile, une délinquance de mineurs, dans un contexte social de grande crise économique, de grande crise d'emploi, une crise financière, de sorte que, au Congo, la situation économique, politique, sociale et financière est telle que de nombreuses familles se retrouvent en difficulté pour se prendre en charge. Je vous l'ai dit dans les titres, mesdames et messieurs, le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile poursuit ses descentes de sensibilisation des jeunes de Brazzaville sur l'épineuse question des bébés noirs. Adolphe Mboumaba a été le mercredi dernier devant la jeunesse de Talangaï dans le 6e arrondissement. Le phénomène bébé noir devient un danger public. Adolphe Mboumaba a pris tout son temps à écouter les jeunes pour mieux appréhender les problèmes qui minent la jeunesse de Talangaï. Une couche qui dit délaissée par les autorités. Ce que nous demandons à l'État, c'est de mettre à notre disposition des métiers. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, mais il y a toujours la famille qui est. On peut se réveiller un matin, on n'a pas de quoi manger. Et pour des esprits faibles, ils se retournent au vol. Mais aujourd'hui, nous avons retrouvé le chemin. Et grâce à des efforts dans certains, M. Luther Mbongo. Du côté des autorités, on mesure l'ampleur des questions auxquelles font face la couche juvénile de Talangaï. La responsabilité a échoué depuis la base. Donc, Edingo Lobate Busso, papa na maman, tozalaki irresponsable, si bien que Banana Busso Bunginzela. J'ai d'abord récupéré les têtes des Américains, les têtes des Arabes, les plus renommés. J'ai fait depuis 2012 à aujourd'hui, je vous dis bien, mes conseillers. J'ai travaillé avec des jeunes, j'ai travaillé, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai mis justement une justice restaurative parce que je dis, la justice nationale n'est pas efficace. Je vous dis ça en termes clairs. Des promesses, c'est le discours du haut-commissaire tenu devant les jeunes. L'absence d'activité culturelle, voilà un moyen d'encadrement aussi des jeunes. Ça nous manque énormément, l'encadrement des jeunes. On joue avec le pays. C'est ça le déficit en éducation civique, le patriotisme. Nous devons réveiller ceux qui s'endorment. Nous devrons dire à tout le monde que ce problème requiert ce qu'il convient d'appeler le sursaut national. D'après Mboumaba, le phénomène bébé noir reste un danger pour les populations à un moment où les jeunes sont constitués en plusieurs groupes. Il faut savoir que lorsque vous prenez la génération, alors là je fais encore un retour historique comme j'aime souvent le faire pour que les gens comprennent. Lorsque vous prenez la génération de Sassou, de Lissouba, de Kolela, de Yombi, de tous ces gens-là, leurs parents et plus encore leurs grands-parents ne leur ont pas laissé un héritage politique, un héritage social ou un héritage financier. Parce qu'à cette époque-là, le Congo ne connaît pas le salariat. Le salariat au Congo commence avec la colonisation. C'est la colonisation qui nous apporte le travail salarié. Avant la colonisation, les populations africaines, notamment en Afrique centrale, ne connaissaient pas le travail salarié. Donc c'est la colonisation qui vient avec, et notamment avec les premiers qui seront les commis de l'administration coloniale. Et donc il y a un monsieur dont on ne parle jamais au Congo,
mais que j'aimerais qu'un jour qu'on puisse l'étudier, parce qu'il fait partie pratiquement des tout premiers à travailler au Congo, monsieur Jean Malonga, qu'on connaît comme écrivain, mais qui, je pense que dans son parcours a été aussi infirmier, et aussi syndicaliste. Et Jean Malonga, j'aime bien son roman La légende de Mfumu Mazono, et que je demande aux Congolais de lire. Donc, quand le salariat arrive, il y a métamorphose, il y a changement, il y a transformation de la question sociale. On cesse d'être seulement chasseur, pêcheur, agriculteur. C'était l'agriculture de subsistance, sauf si on échangeait ces produits agricoles avec le groupe des chasseurs ou des pêcheurs. On est en train de sortir petit à petit de cette économie domestique liée directement à la terre. Quand je dis à la terre, ça peut être l'agriculture, la chasse, la pêche, la cueillette. Et donc, la colonisation est en train de nous faire entrer dans le système capitaliste progressivement et donc à la découverte du salariat, avec une création d'une administration coloniale pour gérer les colonies. J'invite les Congolais à lire le bouquin qui reste une Bible pour nous, c'est Catherine Kokri-Vidrovitch, Le Congo au temps de grandes compagnies concessionnaires. Tout part de là. Et progressivement, le moyen Congo devient un territoire autonome parce que jusque-là, le territoire, c'était l'Afrique équatoriale française. Avec un gouverneur de l'Afrique équatoriale française, le tout premier, c'est Guébraza, qui a conquis ces terres-là, et après, parmi lesquelles, on a connu, comment on appelle ça, Félix Éboué, qui va soutenir De Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, en 1959, notre République est déclarée, de Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Komono ou Sibiti, on devient une république. Et une fois que l'administration coloniale est partie, nous sommes arrivés à l'autodétermination, à la souveraineté internationale, Yuru, président de la République, et donc dans cette continuité de l'administration coloniale, naît l'administration congolaise, l'État congolais. Voilà comment l'État congolais va arriver à naître. Mais ceux qui arrivent à la tête de l'État, c'était quoi leur mission? Donc, je peux poser la question aux Congolais qui nous suivent sur R7, à chacun d'aller chercher et réfléchir. Quelle est la mission d'un gouvernement? Quelle est la mission d'un Premier ministre? Pourquoi on a besoin d'un Premier ministre? Vous savez, notre existence, notre vie, la vie humaine a existé avant les institutions de la République. Avant la République, la vie humaine existait. Si on convoque les historiens pour nous parler de l'évolution des sociétés humaines, nous sommes partis depuis la société primitive. Et pendant la société primitive, on n'avait pas de gouvernement. Il y avait peut-être le mâle dominant, mais il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de Premier ministre. Le Premier ministre, le gouvernement, le président de la République, ce sont des institutions qui apparaissent au fur et à mesure de l'histoire d'évolution des sociétés humaines, à un moment donné où on s'est dit, tiens, on a besoin d'une institution qu'on va appeler primature chez nous, ou Premier ministre, gouvernement, président de la République, Assemblée nationale, Sénat, la Cour constitutionnelle, ou le Conseil constitutionnel, la Cour d'État, ainsi de suite. La Banque centrale, les banques. Donc voilà les institutions. L'école, c'est aussi une institution. Mais posons-nous donc à chaque fois la question, pourquoi, à un moment donné de l'évolution des sociétés humaines dans le monde, on a eu besoin de ces institutions-là? Donc, quelles sont les fonctions de ces institutions? Or, dans le débat qui nous anime autour de Bébé Noir, très peu sont ceux qui se posent la question des différentes institutions de notre République, c'est quoi leur mission, c'est quoi leur fonction, et en quoi ces institutions ont une part de responsabilité dans la fabrication de ce fait social, comme disent les sociologues, le fait social qu'on connaît aujourd'hui, le phénomène des bébés noirs ou des Kuluna. La famille aussi est une institution. Quelle est la responsabilité d'une famille dans le fait qu'un de ses membres
un des membres de l'équipe familiale, devient un délinquant nommé Bébé Noir ou Koulouna. Mais quelle est aussi la responsabilité des institutions de l'État, le ministère de l'Éducation nationale, qui a échoué? Vous avez insisté énormément sur la jeunesse et certains vous reprochent, à tort ou à raison, vous nous direz, que dans la prospérité que connaît le Congo, la jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que d'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Dans l'éducation des enfants, donc il faut revoir aussi au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation ou le ministre de l'enseignement supérieur, ils doivent s'expliquer. Comment se fait-il que dans un pays où l'éducation nationale est obligatoire, l'école est obligatoire de 6 à 16 ans au Congo, c'est la loi, c'est pas moi qui le dis. Or, lorsque le gouvernement dit que l'école est obligatoire de 6 à 16 ans, ça suppose que le gouvernement s'assure et met des moyens pour que tout enfant congolais de 6 à 16 ans parte à l'école. L'État construit les écoles, l'État achète les fournitures scolaires, parce que si l'État dit d'un côté, l'école est obligatoire de 6 à 16 ans, et laisse tout à la charge des parents, il y a là vice de forme. Vous ne pouvez pas dire que l'école est obligatoire et vous ne mettez pas en place les moyens pour que chaque parent envoie ses enfants à l'école. À l'époque de Denis Sassou Nguesso, à l'époque d'Ayessa, de Firma Ayessa, tous ces gens-là, tous ceux qui ont l'âge de nos papas, quand ils partaient à l'école, l'école était déjà obligatoire. Et l'État colonial, à leur époque, fournissait tout. Et même les générations jusqu'aux générations 70, c'est-à-dire ceux qui ont été à l'école primaire, collège, lycée, jusque dans les années 80-90, ils voyaient bien que, par exemple, en dehors de la tenue scolaire qui était à la charge des parents, mais les parents qui travaillaient recevaient une allocation au titre de la caisse des familles pour préparer la rentrée scolaire. Nous, on a connu ça. Hein, nos parents ils préparaient notre rentrée scolaire avec des allocations, soit des entreprises para-étatiques, étatiques ou privées, ou soit l'administration quand ils étaient dans des ministères. Et tout ça, c'est fini. Ça a disparu. Ça n'a pas disparu parce que l'argent n'existe plus. Ça a disparu parce que l'argent est détourné. Attention, soyons aussi scientifiques dans l'analyse. Ça n'a pas disparu parce que l'argent n'existe pas. Ça a disparu, ce n'est pas parce qu'il y a la crise. Ça a disparu parce que l'argent est détourné par les dirigeants. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 € et 40 000 $ en espèces non déclarées.
au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien et Bata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Je vous donne un exemple très simple. Si nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'eau et d'électricité, ce n'est pas parce qu'il manque des moyens. Les moyens sont débloqués et aujourd'hui, tout est au clair. On vous dit que ce monsieur de la Sénélec est arrivé, le gouvernement lui a remis 42 milliards de francs CFA pour régler les problèmes d'électricité. Il a fui avec, il est allé faire sa vie avec, et le gouvernement porte plainte contre lui. Donc si on n'a pas l'électricité, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent pour nous fournir de l'électricité, mais c'est parce qu'on fait des mauvais choix. On appelle des copains à qui on remet de l'argent, qui les détournent et on se le partage et on fait semblant de porter plainte, une plainte qui n'ira nulle part avec une justice aux ordres, une justice corrompue. Donc, revenons au bébé noir, c'est la même chose. Dès lors que les familles se retrouvent en difficulté pour s'occuper de leurs membres, ces familles sont fragilisées et ils perdent le contrôle des enfants. Ces enfants ne vont pas à l'école, mais l'école s'en fiche, puisque l'école ne demande pas des comptes aux parents pourquoi l'enfant n'est pas venu à l'école. Au final, l'État aussi échoue dans ses missions en tant que garant de la construction de la citoyenneté de chaque membre du territoire. C'est la responsabilité de l'État, à travers l'école, de garantir une socialisation secondaire auprès des jeunes et des enfants. Et je n'ai pas de grandes références pédagogiques à vous donner, mais je vous citerai quelques-uns. Nous avons connu un grand philosophe qu'on appelait Platon. Nous avons connu un autre qui était le maître de Platon, qui est Socrate. Socrate et Platon sont connus dans la Grèce antique comme étant aussi des pédagogues. Et Socrate et Platon, dans leur pédagogie, demandaient à ce que l'individu soit éduqué par la cité jusqu'à 50 ans. Parce que c'était tellement difficile de construire les bons citoyens. C'était tellement difficile de trouver les bons citoyens. Les critiques que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos jeunes, qu'on qualifie en Côte d'Ivoire de microbes, à Kinshasa, chez nos cousins, des Chégués ou encore je ne sais pas quel nom, et chez nous, les Koulouna, j'ai entendu des expressions même graves, il faut les éradiquer. Non, on éradique une maladie, on éradique une épidémie, on n'éradique pas une jeunesse qui pose problème. La délinquance de la jeunesse, la violence des jeunes, la brutalité des jeunes tels que les bébés noirs, tous les pays du monde l'ont connu. Si on vous dit qu'un pays ne l'a pas connu, c'est faux. Même en Égypte pharaonique, les jeunes étaient violents. Demandez à Théophile Obenga. C'est pour cela que les empires, les royaumes, comme les républiques, les cités-États grecs, c'était toujours une problématique sociale que de se poser la question de savoir comment maintenir nos jeunes dans le droit chemin, comment les éduquer. En parlant de la Grèce antique, à Sparte, la loi demandait à ce que dès l'âge de 7 ans, qu'on puisse retirer l'enfant de sa famille et qu'il soit pris en charge par la cité. Parce que les parents, dans ces phénomènes d'affection excessive envers les enfants, laissaient parfois passer des choses qui feraient que demain l'enfant devienne un enfant roi. Et donc, pour avoir un bon citoyen au service de la cité grecque Sparte avait fait le choix d'éduquer elle-même les enfants à partir de 7 ans. À 7 ans,
On sépare l'enfant de sa famille. Et puis Platon et Socrate étaient aussi dans cette mouvance-là où ils demandaient que ce soit les cités grecques qui prennent en charge l'éducation de la jeunesse et non pas la famille, parce que la famille est toujours frappée par le laxisme, par des relations affectives, par moins de cadres. Vrai ou faux, là n'est pas le débat. Mais moi, c'est pour vous circonscrire dans quel contexte nous sommes. Et lorsque vous entendez Platon et Socrate parler de la jeunesse de leur époque, mais ils n'avaient pas confiance. Platon disait même que après sa génération à lui, la Grèce va disparaître parce qu'il n'a aucune confiance à la jeunesse de son époque. Parce que c'est une jeunesse pourri gâtée, c'est une jeunesse fainéante qui ne veut rien faire. Donc, à chaque époque, les adultes ont toujours eu du mal à composer avec la jeunesse de leur pays. Et le problème, c'est que, malgré tout, ces jeunes, c'est l'avenir du pays. Ce sont eux qui vont être les adultes de demain. Et donc, c'est le rôle de l'État, l'État cité-État, l'État-empire, l'État-royaume et l'État-république aujourd'hui, que de mettre en place des politiques d'éducation nationale, des politiques de formation professionnelle, pourquoi pas, des politiques d'insertion sociale, pour que ces jeunes intègrent les normes sociales, la loi sociale, et que ces jeunes soient préparés à prendre la relève. Voilà le contexte qu'on peut trouver partout. Ceux et celles qui sont derrière moi sont les enfants qui autrefois étaient appelés Kuluna, qui étaient partis à Kanyamakase, c'est pour une formation, qui l'ont parachevé et qui aujourd'hui reviennent à Kinshasa où ils ont trouvé leur affectation afin de s'adonner aux différents travaux que le service national a prévus dans cette ville de Kinshasa. Nous allons avoir 2 bataillons qui vont arriver, c'est-à-dire 1200 bâtisseurs qui arrivent à Kinshasa. L'avion vient de faire sa première rotation. Comme vous le savez, ils ont fait Kanyama, c'est jusqu'à Moneditu par train, avec le train du service national, et de Moneditu à Mbujimaï par route, de Mbujimaï jusqu'ici par avion. Et donc d'ici mardi, l'ensemble des 2 bataillons pourra être sur place ici à Kinshasa. D'ici, ils vont dans leur cantonnement qui est encelé. Encelé d'ailleurs sur place, nous avons déjà préparé un grand atelier de menuiserie que vous allez découvrir et ils vont fabriquer de bancs sur instruction du président de la République, commandant suprême. Nous allons pouvoir équiper toutes nos écoles avec le banc fabriqué par ces jeunes gens. Et une deuxième partie qui a été formée en construction, parmi eux il y a des maçons, il y a des ferrailleurs, il y a des peintres, il y a des électriciens. Eh bien, d'ici quelques jours, le commandant suprême, le président de la République, va lancer les travaux de la modernisation de la maternité de Kitambo, puis par après de l'hôpital de référence de Kitambo. Donc ils ont un très grand travail et après cela, il y aura bien d'autres choses auxquelles ces enfants vont s'adonner. Ils sont devenus des bons citoyens. Il faut oublier, ce n'est pas ce qu'on pouvait appeler Kuluna. Il faut oublier avec ce terme. Ce sont des bons citoyens tels que vous voyez. Vous avez vu la différence aujourd'hui lorsqu'ils viennent d'arriver et lorsqu'ils partaient. Juste dans leur attitude, vous ne trouvez pas une différence? Ce sont vraiment des enfants qui ont subi une transformation et qui sont vraiment engagés
à la reconstruction de leur pays dans la discipline. Mimi nashikia bien vile mimi nakuwa Kinshasa, ni malangu ya kwanza nashikia bien sana vile mimi nakuwa Kinshasa na kwa njoo mission ya affectation banye tukwa mama tunafanya formation maintenant tunaisha formation bana tu affecté ku Kinshasa nashikia furaha sana mimi nashinda na kia kusema nashikia furaha sana mimi namuonesha president wetu Fachi Beton merci anaisha chômage kulumbashi tukwa ba chômeur tukwe na kaji antufacha kaji leo tunakuwa bantu merci president merci beaucoup na général wetu Kasongo merci sana shichoki endele pa kumbele merci na gouvernement yote tunipika merci turenda shi turona rappele ba tubamuka baenda kutua mais bakonda kutua banda tufa tunakuwa bantu merci kwa président na kwa général on a revêtu un nouveau caractère tout chaque bantu kikuluna tukiwete akuna bakuna ni babatisser banakuwa kuyenga tunataka kuyenga inchi yetu ikwe bien ende kumbele na Fachi Beton na général wetu Kasongo na gouvernement yote ya Fachi merci. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'arriver à Kinshasa dans le cadre? Vraiment, je suis vraiment ravi et c'est ma première fois d'être à Kinshasa. Et c'était à l'occasion du service national que je suis arrivé ici à Kinshasa. J'étais inutile dans la société et dans notre province, il y avait beaucoup de chômage à Kananga. On ne travaillait pas, mais l'État nous a récupérés pour nous donner du travail. Voici aujourd'hui, nous sommes affectés pour travailler. Nos sincères remerciements à notre président de la République et à notre général Kasongo Kabwiki de nous avoir bien encadrés, parce que c'est grâce à notre président que nous sommes bien encadrés au centre de la formation. Vraiment, nous allons assurer à ceux-là qui vont nous voir, même en cours de route, même partout là où nous pouvons marcher, de ne plus avoir peur, parce que nous avons déjà changé. Nous étions appelés les Kuluna, même pour le moment, nous sommes vraiment les bâtisseurs de la nation. Et c'est mizote ngalaka ya esengo ngana na ngwa mukolo lelo koko mona moto lokola ngaboye na yebaka te un jour na okutana bakoza kosola bango mais grâce à président de la République na grâce à général Kasongo Kabwiki mama na komi moto valeur akenda yekoli métier na ngai nde na aboye naza chauffeur opérateur seke nde na aboye so pesinga jipa moke motuka monene o tracteur nazokumba do kalime. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Chez nous, déjà, vous avez l'État qui doit incarner tout ça pour permettre à chaque citoyen de cristalliser la loi et l'appliquer au quotidien. L'État lui-même donne l'exemple d'un État voyou. Excusez-moi d'être aussi dur. Le président de la République est lui-même voleur, menteur, tricheur. Jean-Michel Mokoko l'a bien dit lors de la campagne présidentielle de 2016, si je ne me trompe pas. Voleur, où sont passés les excédents budgétaires? Où sont passés les 14 000 milliards des générations futures? Arrêtons-nous une seconde sur ce sujet. N'est-ce pas aujourd'hui le moment plus que indiqué pour que Denis Sassou Nguesso sorte les 14 000 milliards des générations futures pour dire stop, on n'assassine pas les jeunes. Voilà les 14 000 milliards qu'on avait gardés pour eux, pour les générations futures. Maintenant, mettons en place les politiques de formation, mettons en place les politiques de création d'entreprises, de stimulation du secteur privé
Si quelqu'un crée son entreprise, il crée. Si un autre a créé qu'il veut y travailler, l'État soutient son salaire, ses charges sociales. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voyez que c'est un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Au niveau... N'est-ce pas le moment de dire on arrête les assassinats et on utilise les 14 000 milliards? Un président menteur, il a dit 2025, Congo émergent. Est-ce que vous l'avez entendu venir expliquer, venir s'excuser et dire pourquoi on n'y est pas parvenu? Mais non, il s'en fiche. En politique, le Parti congolais du travail salue l'accession du Congo au point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Hier, un meeting en salle a été organisé à la mairie de Wenze sous la houlette de Gabriel Obapounou, président communal du PCT Brazzaville. Joseph Kandi, reportage. Dans une salle polyvalente de Wenze insuffisante à compter Denis Sassou Nguesso et son gouvernement, Gabriel Obapounou a dit en substance que la remise de la dette du Congo par les institutions financières de Bretton Woods à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA devrait désormais. Denis Sassou Nguesso et son gouvernement, Gabriel Obapounou a dit en substance que la remise de la dette du Congo par les institutions financières de Bretton Woods à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA devrait désormais le tourisme, le sport, pour ne citer que ces domaines. Gabriel Obapounou sur la portée de la remise de la dette du Congo. La communauté internationale financière vient donc de dire que nous avons bien travaillé et par voie de conséquence, vous devriez donc être récompensés. Il a dit 2025, 2024 ou 2025, année de la jeunesse. L'année 2024 est terminée. On n'a pas vu l'année de la jeunesse. Est-ce que Sassou est venu expliquer aux populations? Il n'est pas venu expliquer aux populations. Je dirais que le chômage aujourd'hui dans notre pays bat le record. Du moment où nous voyons beaucoup de situations telles que le banditisme, la violence qui accélère dans le milieu congolais, prouve très bien que le chômage est en effervescence. Si aujourd'hui nous parlons le terme de bébé noir, on ne peut pas dire parce que les gens sont liés à la drogue, oui, c'est parce que d'abord il y a un chômage qui bat le record et les enfants qui acquièrent beaucoup de diplômes ne savent plus que faire. Ils sont obligés d'aller dans la rue. Pourquoi? Pour trouver quelque chose, pour braquer les gens, pour avoir quelque chose de quoi manger. Et du coup, aujourd'hui, on se dit que ce sont peut-être l'éducation des parents, mais non, il faut voir parfois dans le terme de chômage. À côté des bébés noirs, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de commerces qui se multiplient. Pourquoi? Ils ne veulent plus rester à la maison. Rester à la maison, se considérer comme des domestiques ou des bonnes. Donc, ils sont obligés d'aller dans la rue, mettre quelque chose en étalage pour avoir de quoi en manger. Et nous voyons aussi les enfants qui vont à l'école. Vous voyez des papas, des enfants qui ont dépassé l'âge, mais qui continuent à aller à l'école. Pourquoi? Parce que se disent, rester à la maison, que faire? Nous sommes obligés de continuer ou de multiplier beaucoup de licences. Donc vous voyez un étudiant qui peut avoir 3 licences ou 3 maîtrises. Pourquoi? Il change, il quitte le journalisme, il va maintenant en économie, il part en droit. Pourquoi? Pour avoir au moins cherché une opportunité. Il se dit que non, en multipliant les diplômes, je peux avoir une opportunité pour avoir de quoi un petit boulot à exercer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Sauf qu'en multipliant les diplômes, il multiplie aussi la force du chômage. Donc, on ne peut pas dire qu'il regresse, mais il va de l'avant. Mais chômage, encore, on peut aussi le dire. Nous avons même beaucoup d'exemples pour le chômage. Aujourd'hui, nous voyons comment les gens de la rue, qui perdent tout le temps, surtout dans des quartiers que je ne peux même pas citer, vous voyez, des gens qui passent tout leur temps. Pourquoi? Ils n'ont rien à faire. Donc ils sont obligés de rester dans la rue, parler de l'étranger qu'ils ne savent pas, mais qu'ils connaissent déjà dans la tête, mais ils n'ont pas encore mis. Tout ça, quoi, ce sont les discours du chômage. On découvre qu'ils trichent,
ne serait-ce qu'avec les comptes publics, puisque le FMI nous a épinglés. Quand je ne parle même pas de l'élection présidentielle. Et quand vous descendez, vous prenez un ministre comme Jean-Jacques Bouya, qui est interrogé à l'Assemblée nationale par un député du PCT, M. Ibovi, si je ne me trompe pas, qui lui demande qu'il a pris l'argent pour goudronner 135 km de route. La route est où? Personne n'a vu la route, mais l'argent est sorti des comptes publics. On a concédé au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous avez des ministres qui ont failli, mais demandez leur départ au Président de la République. 5 minutes, oui, monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous en prie, vous avez dit à mes gars, j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'histoire que le président on parle des accords avec le FMI? D'ici là, surtout qu'ils sont venus ici, ils sont venus nous ont ouvert une session budgétaire sans gouvernement, sans un peu d'approche. C'est une première dans l'histoire du Congo. Donc c'est ici, voici les mesures, voici ce qu'on va aboutir. Mais nous sommes très gentils, nous vous recevons avec 5 mois sans salaire. Nous vous recevons 5 mois sans salaire, derrière nous les attachés, les conseillers, jusqu'au matériel qu'on gère dans les quartiers. Donc, soyons sérieux parce que nous devons, ici, le président a dit, il y avait des grandes lignes et ce gouvernement le met maintenant en pratique. Je reviens sur le point, et ça c'est là où je prends la question qui est déposée, au ministre de la Belgique du territoire, oui. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de tonnage, non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. Et vous avez comme ça, chaque année, un budget de l'État qui est voté. Vous avez une loi finance qui est publiée. On apprend qu'on a des recettes de plus de 2700 milliards de francs CFA pour des dépenses de 1700 à peu près de francs CFA, 1700 milliards de francs CFA, avec, si on fait que de l'arithmétique simple, des excédents budgétaires qui allaient de 600, 700 milliards à plus de 1000 milliards, si on ne s'arrête qu'au calcul arithmétique des recettes déclarées dans la loi finance et des dépenses déclarées dans la loi finance, des ressources et des charges dans la loi finance. Mais cet argent, au quotidien, on n'en voit pas. Vous prenez le budget de l'éducation nationale, mais dans ce budget-là, y a-t-il de quoi construire de nouvelles écoles? Y a-t-il de quoi acheter des tables bancs pour tous les enfants? Y a-t-il de quoi acheter des fournitures pédagogiques didactiques? On peut s'interroger. Et le pire, la population est en train de grossir. Depuis que Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir par coup d'État en 1997 jusqu'à aujourd'hui, nous avons gagné pratiquement 2 millions d'habitants. Mais en termes d'infrastructure d'éducation nationale, qu'est-ce que Sassou a fait? Au lieu de construire les écoles, puisque la démographie congolaise n'arrête pas de croître, il a plutôt gonflé les classes de l'école primaire, du collège et des lycées. À l'école primaire, là où il y avait des classes de 30, 40 élèves, on est passé à 60, 80 élèves et on a divisé les écoles en deux. École primaire le matin, collège l'après-midi, au lieu de construire les collèges. Ok, là c'est lancé. Vendredi 24 mai. Ça c'est la vidéo. Oui. Donc, vendredi, ils ont fait cours. Et le cours a porté sur la voie active et la voie passive. Ils sont en train de faire les révisions.
sais pas ça, c'est quel niveau. Voilà l'état de la toiture. L'état de la toiture est là. Je ne sais pas s'il pleut. Ici, il n'y a pas de date. On ne sait pas le cours a eu lieu quand. Complète le texte ici après, les mots suivants. Ça doit être le français. Donc, il y a eu un cours de français dernièrement. Voilà l'état de la toiture. Ici, nous sommes au CG d'Ibenga. Le CG d'Ibenga, qui doit avoir 3 salles de classe. Là, nous en avons visité 2. Il reste peut-être la 3e. Il y a eu un cours d'anglais vendredi parce que ici on lit bien Friday, May 24 et 2023. Voilà. Voilà, comprenez comme ça. Il faut nous comprendre. Classwork, English. Voilà, c'est le cours qu'il y a eu le vendredi. Aujourd'hui on est dimanche. C'est normal. Ça veut dire que vendredi il y a eu. Et ça, c'est le collège du Bénin. Donc, les vivent ensemble. Et les collèges, pareil, on a gonflé les classes de 80 élèves, collège le matin, mais lycée l'après-midi, le lycée Nganga Edouard, par exemple. Donc, vous voyez le bricolage à la tête de l'État. Au lieu de se dire qu'on est essoufflé, on ne sait pas gérer, on ne sait plus quoi faire. Et donc, on se retire. Peuple congolais, élisez ceux qui sont capables d'eux. Et au Congo, il y a des gens qui sont capables de mieux faire que Sassou Nguesso. Ne vous trompez pas. Et dans ce bricolage-là, là c'est un débat peut-être, si demain on fait les états généraux de l'éducation nationale, il faut réfléchir. Les pays européens, notamment la France, qui nous a ramené le CP et le brevet, mes chers compatriotes, savez-vous qu'en France, le CP n'existe plus? Parce qu'on s'est rendu compte que ça met un frein à des enfants. Parce que le jour du CP concours, un enfant peut être dans un état pas bien et rater son examen. Mais ça ne veut pas dire qu'il est idiot et qu'il allait échouer au collège et au lycée. Donc en France, en Europe, il n'y a plus d'examen bloquant pour passer de l'école primaire au collège. Pourquoi nous le maintenons, nous? C'est un sujet. Au collège, en France, en Europe, même en Asie, il n'y a pas d'examen du collège au lycée. Mais nous, on a encore des enfants qui sont bloqués parce qu'ils ont raté le BP ou le BMG ou le BMT. Ce sont des contrôles continus. Et là où ça bloque, le professeur doit fournir des efforts pour que l'enfant comprenne et il continue son chemin. Avec un objectif de 70% à 80% d'enfants congolais dans une génération qui sont amenés jusqu'à avoir le bac. Et c'est comme ça que vous pouvez vous assurer que vous avez une jeunesse éduquée, une jeunesse qui comprend les lois de la République, et donc une jeunesse qui ne sera pas délinquante. Attention, aux États-Unis, en Chine, en France, en Russie, vous avez toujours une partie qui verse dans la délinquance. Ça existe. La perfection n'existe pas. Il n'y a pas de société parfaite. Mais, attention, 80-90% de la jeunesse, ce n'est pas ça. Or, chez nous, c'est totalement le contraire. Et donc, on se retrouve avec des phénomènes, des jeunes qui sont totalement à l'abandon, qui ne savent pas quoi faire de leur journée,
Sinon que, comme j'ai vu sur Facebook, certains qui ont été arrêtés par la sécurité présidentielle disant oui, on m'a attrapé avec le cannabis. Mais dites-moi, je veux peut-être me faire provocateur pour certains, mais si ces jeunes ne passent pas ces journées à fumer le cannabis, vous voulez qu'ils passent ces journées à faire quoi? Que propose le pouvoir, le gouvernement à la jeunesse pour que la jeunesse ne reste pas oisive en train de poser des actes de criminalité, de la délinquance des mineurs, de criminalité, ou encore de fumer juste le cannabis. Mais vous savez, c'est mon domaine aussi, je suis travailleur social. Si ces jeunes ne sont pas délinquants, ne sont pas dans le cannabis, il leur reste une troisième fuite. Parce que la délinquance, demandez aux psychologues et aux psychiatres, la délinquance est une fuite face à l'oisiveté, soit à la peur de l'avenir qui est sombre. La délinquance est une fuite. Le cannabis, l'alcool, c'est-à-dire des comportements déviants, comme diraient les psychologues et les psychiatres, c'est une fuite. Et le suicide et la psychiatrie sont aussi des fuites. C'est-à-dire que demain, si ces jeunes ne sont plus dans la délinquance, dans la criminalité, dans la consommation du cannabis ou de l'alcool, alors qu'on ne leur propose rien, eh bien, vous allez vous retrouver au Congo avec le suicide des jeunes qui va augmenter de façon exponentielle. Je mets au défi, appelez les psychologues, appelez les psychiatres, échangez avec eux. C'est pour cela que je vous invite, mes chers compatriotes, de réfléchir à cette question des bébés noirs et des Kuluna avec beaucoup de calme et beaucoup de science. Parce que nous ne sommes plus dans le mboka-mboka. Non, nous sommes dans l'étude et l'analyse scientifique des phénomènes sociaux. On n'est pas dans du bricolage intellectuel. Non. Si vous faites du bricolage avec cette brutalité de la sécurité présidentielle, mais dans 2 ans, ça va revenir. Et vous allez dire quoi? On va encore recommencer à tuer? Donc, le phénomène de la délinquance des mineurs, mais replaçons-nous dans la Constitution. Est-ce que la Constitution du Congo autorise d'exécuter sans jugement n'importe quel citoyen, n'importe quel individu, peu importe l'acte qu'il a commis? Je ne suis pas constitutionnaliste, mais je demande à tout un chacun de reprendre la Constitution du Congo, de la République du Congo, de lire article par article, et peut-être qu'il trouvera un article qui dit oui, on peut exécuter les gens comme le fait la sécurité présidentielle, et que la sécurité présidentielle a le droit de le faire. Sinon, c'est des crimes crapuleux qui devraient être jugés tôt ou tard. Ovandi wapi? Na Tumbumani. Kongomani? Yolot. Quartier Yolot. Avenue Tumbumani. Tumbumani numéro 34 bis. Commune à Kalamu. Boka la bino. Bandundu. Bandundu ezaka lisusu te. Ekufa kala. Etikalaka ya ville. Oza mwana ville à Bandundu. Hein? Oza ekolonie. Na 40 mungala 50 mutabandundu. Tabandundu ya wapi? Ya ekolonie. Bandundu ya dikole bele. Muyaka. Hein? Muyaka. Bayaka bazaka na Kwango. Nana zamu ya repa bino papa to mama. Papa. Oyebi Kwango. Alandela bina ba diplomatie. Originaire du Kwango. Merci. Et enfin Oheka Pembele. Oheka Pembele. Obotami wapi? Kinshasa. Ah? Kinshasa. Mukolo nini? Le 26 octobre 1994. 26 octobre 1994. Tibina la banque ba ipse que no yoza mineur. Yoza papa te, Obota? Oui. Bana boni. Mbali. Obala? Célibataire. Oza célibataire. Papa comment nani? Jean-Paul Oeka. Jean-Paul Oeka, zana bomo ito akufa. Aza. Bongo mama. Antoinette Ngikila. Antoinette Kinzinga. Ngikila. Ndikila. Ngikila. Ndikila. Ye pas la bomoy. Oui. Mboka la bino komo nango nini?
Namtetela namta loja. Loja na province ya Sankuru. Osalaka nini? Na mécanicien na moto. Na mécanicien ovandi wapi? Na Bandalungwa veni batetela numéro 10. Vanda batetela numéro 10 na commune ya Bandalungwa. Oui. Je vous remercie. Le tribunal aura ainsi fini avec l'identification des prévenus. On peut revenir à la dossier à Pétiona. Oui, maître, vous avez demandé la parole. On accorde, vous voulez faire acter vos comparaisons? Oui. Qu'on acte d'abord les comparaisons. S'il y a des avocats qui veulent faire acter leurs comparaisons, c'est le moment. Parce que nous voulons entrer dans... Nous allons commencer les choses sérieuses. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Vous pouvez le faire par ordre pour permettre au greffier de les noter. Vous actez. Rien à récupérer ici. Après, j'ai parlé tout à l'heure de la prise en charge de la jeunesse. Je vous ai dit, depuis l'Égypte antique, la Grèce, la Rome antique, chaque société doit prendre en charge ses enfants, sa jeunesse. Monsieur Hugues Ngolondele, au regard de ce qui se passe au Congo, que dites-vous? On attend votre parole. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour sortir de la délinquance des mineurs? Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est une situation qui doit être traitée au niveau interministériel, c'est-à-dire tous les ministères concernés par la jeunesse. Vous avez l'éducation nationale, vous avez l'enseignement supérieur, vous avez la justice. Il nous faut un code de justice des mineurs, comment on traite. On a connu au Congo l'Ouvakou. Peut-être il faut un Louvakou par département. Parce que dans chaque département, nous avons des situations des jeunes, même s'ils ne tuent pas, même s'ils ne violentent pas la population, mais nous avons des situations de jeunes qui sombrent dans l'alcool, qui sombrent dans le cannabis et qui sont dans le vol, par exemple. Donc, c'est des jeunes qui ont besoin d'un traitement particulier, qui ne passent plus par l'école classique. Mais comment faire avec des gouvernements totalement incompétents? J'ai suivi un journaliste de Tchélek à dire, mais ces jeunes-là, ils vont en prison, quand ils sortent, ils recommencent. Mais monsieur le journaliste, c'est de votre droit de prendre quelques députés, c'est dans leur fonction, les sénateurs aussi, d'aller visiter les prisons. Sachez le peuple congolais, un député, un sénateur, il a le droit d'aller visiter la prison sans que le directeur de prison le refuse. Personne ne peut le lui refuser. C'est son droit le plus absolu. Parce que s'il doit proposer des lois sur le traitement judiciaire de la délinquance des jeunes, il faut qu'il aille voir comment les jeunes passent leur peine en prison. Et d'ailleurs, un journaliste, je lui donne une stratégie. Il demande à interroger les directeurs des prisons au Congo. Sous l'Ouvakou existe toujours. Demandez à vous entretenir avec le directeur de l'Ouvakou. S'il refuse, je vous donne une stratégie. Sollicitez les députés et lorsqu'un député va aller visiter une prison ou un sénateur, eh bien vous irez avec lui. Et là, on ne peut pas vous refuser l'accès. Mais ne venez pas comme ça dire les jeunes vont en prison, sortent et recommencent, sans se poser la question, est-ce que ces prisons qui sont en réalité dans le droit, les lieux de correction et de réinsertion sociale, c'est ça la vraie qualification dans le droit. Les prisons sont des lieux de réinsertion, de correction et de réinsertion sociale. C'est-à-dire que lorsqu'on met quelqu'un en prison, c'est pour lui apprendre à être un bon citoyen. Et lorsqu'on met un jeune en prison, c'est pour qu'il soit aussi formé. Donc cela pose la question de la continuité
de la continuation de la formation des jeunes lorsqu'ils sont incarcérés, de sorte que lorsqu'ils retournent dans la société, qu'ils ne recommencent pas les actes pour lesquels ils ont été incarcérés. Il faut qu'ils apprennent un métier, de sorte qu'à la sortie, il nous faut même des entreprises d'insertion des ex-prisonniers jeunes, par exemple. Et ça, le ministère de la Justice et le ministère de l'Emploi, ainsi que le ministère de la Formation professionnelle, peuvent travailler en collégialité pour faire des propositions de loi, de sorte que nous ayons des lois interministérielles qui permettent de sécuriser l'avenir de nos enfants. Je vous prends un exemple, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle est devenue, mais en commentaire, vous me le direz. Cette jeune fille qui a passé le bac C 2025, qui a été la meilleure au Congo, qui a eu 17 sur 20, et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'elle n'arrive pas à trouver une inscription à l'université publique. On n'arrive pas à l'inscrire. Monsieur Ominga, directeur général de la SNPC, qui a donné une centaine de bourses aux plus méritants du Congo. Ce n'est pas moi qui le dis, j'ai vu les images sur Facebook. Aux plus méritants, c'est-à-dire les meilleurs élèves qui ont eu le bac au Congo, cette jeune fille n'y figure pas. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux, des Congolais qui étaient déçus, outrés, de voir qu'on parle des meilleurs, mais quelque part, il y a des meilleurs, des vrais meilleurs qui n'y figurent pas. C'est peut-être qu'ils ont pris les meilleurs de leur famille, mais pas les meilleurs du Congo. Et, je crois, 2-3 semaines après les premières images, la jeune fille n'a toujours ni son inscription et n'a toujours pas rejoint le groupe des meilleurs qui ont eu la bourse de la SNPC. Attention, j'ai vu comment on applaudit M. Ominga, mais M. Ominga, on ne peut pas l'applaudir. Ce n'est pas son argent. C'est quoi ce comportement des Congolais qui applaudissent des gens qui interviennent avec l'argent public? Ominga donne la bourse de l'argent de la SNPC. C'est pas son argent. Alors, on le prend maintenant pour un demi-dieu, pour le meilleur des responsables congolais. Non, c'est ça. Ce n'est pas son argent, c'est l'argent de la République. Et si on parle des méritants, cette jeune fille doit être la première des méritants parce qu'elle a été la première des bacheliers au Congo avec 17 sur 20 pour un bac C. Ailleurs, c'est-à-dire en Europe, en Amérique, cette jeune fille dormirait calmement à la maison et serait courtisée par les plus grandes écoles. Voilà le paradoxe du Congo. Cette jeune fille, je peux vous assurer qu'elle serait américaine, chinoise, japonaise, coréenne, française, anglaise. Depuis sa maison, le téléphone de son père, de sa mère, de son oncle, de ses frères n'arrêterait pas de sonner. Parce que chaque grande école d'ingénieurs, de recherche, la courtiserait parce qu'on voudrait la voir dans notre équipe. Mais au Congo-Brazzaville, vous pouvez avoir 17 sur 20 en bac C et croupir à la maison. Et si demain, un tel modèle devient délinquante, je ne dis pas bébé noir, juste délinquante, qu'est-ce que vous allez dire? Que c'est de sa faute? C'est de sa responsabilité? C'est pour cela que, parmi les bébés noirs, écoutez-les parler. Écoutez-les parler. Et vous avez le premier ministre le plus médiocre que le Congo n'a jamais connu, Koliné Makosso. Il vient vous dire, oui, les Congolais ont trop eu l'habitude de tout attendre de l'État, maintenant ils doivent se débrouiller. Ok, lui, il se débrouille, lui. Koliné Makosso, enfant, il s'est débrouillé ou c'est l'État qui a pris en charge sa vie? Denis Sassou Nguesso est aux frais de qui? Aux frais de l'État, aux frais de la République. Même les événements mortuaires de la famille présidentielle sont aux frais de l'État congolais. Et vous ne voulez pas que les enfants congolais soient aussi aux frais de l'État? Mais où va l'argent du pétrole, du gaz et de toutes les richesses du Congo? Donc notre argent peut être volé par les Dongou Zidane. Il est cité par tous les musiciens de la RDC, on l'applaudit partout. Mais cet argent, on ne peut pas l'utiliser pour nos enfants, pour la jeunesse congolaise. Je ne reviens pas sur les 14 000 milliards et toutes les richesses que nous avons. N'oubliez pas que la famille présidentielle achète des maisons en Europe, aux États-Unis, des maisons qui sont récupérées. Et cet argent, on ne peut pas l'utiliser pour la jeunesse congolaise.
Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julienne Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu Wilfried Nguesso a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. Lorsque Koliné Makosso vous dit chaque Congolais doit se débrouiller et ne rien attendre de l'État, en fait, Koliné Makosso a mal compris le fait que le FMI, la Banque mondiale, les institutions financières, dans les années 80, ont demandé à ce que les populations africaines n'attendent pas tout de l'État. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, n'attendez pas seulement le recrutement dans la fonction publique. Parce que jusque-là, le modèle, c'était ça. C'est-à-dire, j'ai une licence en sociologie, en mathématiques, en physique et autres. J'attends maintenant mon recrutement dans la fonction publique. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, c'est la responsabilité de l'État de mettre en place les politiques publiques pour créer de l'investissement privé. Or, Christelle Denis Sassou Nguesso lui-même, lors d'une conférence, il le dit. Notre environnement n'est pas propice pour attirer l'investissement privé. Regardez un pays comme les États-Unis, première puissance du monde. Pour régler son problème de chômage, Donald Trump est obligé de faire pression sur les gouvernements du monde entier pour que leurs hommes d'affaires, femmes d'affaires aillent investir aux États-Unis. Mais si on ne peut pas tout attendre de l'État américain, pourquoi Donald Trump fait ça? Donald Trump peut dire, je suis élu, je reste tranquille, je passe mes 4 années, je fais mon mandat et puis je pars. Mais pourquoi Donald Trump fait pression aux investisseurs étrangers pour qu'ils aillent investir aux États-Unis? Et ça, c'est le rôle de Koliné Makosso, de stimuler le secteur privé pour que les Congolais qui ont les moyens, qui le peuvent, créer des entreprises, emploient les diplômés congolais ou la population active au Congo. Donc, dire que n'attendez rien de nous, en fait, il faut qu'il explique qu'est-ce qu'il entend par là. Parce que l'État, c'est son rôle de trouver des solutions aux problèmes des populations. En France, vous avez connu les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ne demandaient pas l'intégration dans la fonction publique. Les Gilets jaunes demandaient de l'emploi. Les chômeurs en France demandent du travail. Ils ne demandent pas d'entrer dans la fonction publique. C'est-à-dire, ils demandent à Emmanuel Macron et à son gouvernement d'avoir des politiques publiques qui permettraient aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires de créer des emplois. Ça peut être avec baisser la fiscalité des entreprises, baisser les charges sociales et les charges fiscales, ainsi de suite. Et vous entendez le débat. Donc, Koliné Makosso ne peut pas faire preuve d'une telle médiocrité en tant que Premier ministre en venant jeter comme ça une phrase qu'il a mal comprise et il pense que les Congolais aussi vont mal comprendre. Non, nous maîtrisons cette phrase-là. Et donc, c'est la responsabilité du gouvernement de trouver des solutions. En parlant des bébés noirs, j'ai été choqué d'entendre qu'il y avait des descriptions morphologiques pour déterminer qui est bébé noir, qui ne l'est pas. Jusque-là, je pensais que les bébés noirs, ils étaient arrêtés par rapport aux actes criminels qu'ils posaient. Au final, on dit, ceux qui ont des tatouages ne sortez plus.
Si vous n'êtes pas bien coiffé, vous êtes jeune avec tatouage, vous êtes arrêté. Vous êtes jeune, mal coiffé, vous êtes arrêté. Il y a même un qui a dit à sa copine que je suis pour moi vilain. Je ne peux pas sortir à 22 h vu que je suis vilain. On va croire que je suis bébé noir. Mes chers amis, mes chers compatriotes, attention. Attention. On ne peut pas prédéterminer le fait qu'un individu soit un délinquant ou pas, juste par son aspect physique. L'aspect physique n'a jamais déterminé le fait que quelqu'un soit criminel ou pas, le fait que quelqu'un soit délinquant ou pas. Et d'ailleurs, vous avez des médecins bien habillés, en cravate, mais qui sont des céréales criminels, des céréales violeurs, des céréales killers. Donc, cette façon de déterminer par la morphologie, par les signes physiques, que quelqu'un est délinquant ou pas, surtout pour nous, les Congolais, les Noirs, c'est comme ça qu'on a déterminé que nous étions maudits et que nous étions descendants de la malédiction de Cam et que le blanc avait raison de nous rendre esclaves. C'est-à-dire que Oboa et son équipe, Denis Sassou Nguesso et son pouvoir sont en train de reprendre les arguments des esclavagistes pour justifier le fait de tuer les jeunes Congolais. Mais c'est grave quand j'ai entendu ça. Les historiens congolais auraient dû se soulever. Les anthropologues congolais auraient dû hurler. Les religieux congolais auraient dû s'offusquer. Sachez-le, la traite négrière et la colonisation ont été justifiées par le fait que nous soyons noirs, donc nous sommes des maudits, des damnés de la terre, et donc l'homme blanc doit nous asservir, doit nous rendre esclaves et doit nous coloniser. Et voilà que nos propres dirigeants reprennent des anathèmes morphologiques pour justifier qui est délinquant ou pas. Mais je vous dis, vous avez vu Nzungu Soul jeune? Moi, je suis de Brazzaville. Nzungu Soul jeune. Regardez les photos de Nzungu Soul jeune. Regardez les photos de Loko Masengo jeune. Et Nzungu Soul et Loko Masengo, c'était des délinquants. Donc, on allait dû tuer Nzungu Soul et Loko Masengo. Et puis, quand on était au collège, avec Michael Jackson, et surtout sa chanson Beat It, où nous on chantait pilé, pilé, pilé. Mais combien de femmes congolaises habillées comme ça? Les parents étaient parfois énervés, avec des bracelets et des pointes. Vous prenez un coup de poing, vous êtes dévisagé, mais aucun n'a pris un coup de poing. C'était une façon de s'habiller, c'était à la mode. À l'époque de Michael Jackson, dans les années 80, nous on était des gamins au collège, mais on voyait nos grands frères s'habiller exactement comme Michael Jackson avec son look. Donc aujourd'hui, on le tuerait. Et quant aux jeunes filles, vous connaissez la musicienne italienne Madonna. Madonna avec ses petites jupes, et beaucoup de filles dans les années 80 s'habillaient comme ça. Ça a inspiré même un musicien congolais ou de Kinshasa ou de Brazzaville qui chantait « Ma fille, viens voir ». Donc, faisons très attention lorsque, par des aspects physiques, on essaie de déterminer si quelqu'un est délinquant ou pas. Ce genre de choses, ça a alimenté le racisme et ça a alimenté des faits historiques très graves comme la traite négrière et la colonisation. Faisons très attention. On ne peut pas faire ça. Notre ministre de la Justice et notre ministre de l'Intérieur doivent expliquer aux populations. Vous vous souvenez que dans cette histoire de bébé noir, mais Obami fils, le général Obami fils, il avait fait une opération de police où il a juré régler le problème des bébés noirs. L'opération de police a pris fin. Aujourd'hui, on découvre qu'il avait totalement échoué. Mais M. Denis Sassou Nguesso, M. Koliné Makosso, M. Zéphirem Boulou, dès lors que Obami fils, directeur général de la police, il a pris en main la chasse aux bébés noirs. On découvre aujourd'hui avec l'intervention de la sécurité présidentielle que donc Obami, le général Obami a échoué. Pourquoi il est encore directeur de la police? En réalité, il doit être viré. Il a échoué à sécuriser les Congolais. Dans la Constitution,
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, partout, la première chose à faire, le premier des droits de l'homme, mais c'est de vivre en paix. Or, le général Obami est incapable de donner aux Congolais un environnement de paix avec sa police. Eh bien, donner à la police un autre directeur général. Monsieur Okongakala, il a fait un discours. Je veux une police incolore et inodore, capable de riposter. Les bébés noirs, ce sont des terroristes. Les bébés noirs sont des terroristes. Je dis bien, les bébés noirs ne sont que des terroristes. Ils tuent, ils pillent, ils violent les femmes. Ça, c'est je cite Okongakala, procureur de la République. Les bébés noirs sont des terroristes. Okongakala a pris en main le problème des bébés noirs. On découvre avec l'intervention de la sécurité présidentielle que Okongakala a échoué. Pourquoi il est encore procureur de la République? Monsieur les membres du gouvernement, pourquoi il est encore procureur? Monsieur le président Sassou Nguesso, pourquoi Okongakala est encore procureur alors qu'il a échoué à régler cette histoire de bébés noirs? Et donc, face à ces échecs, et certainement avec un agenda caché, on n'a pas trouvé mieux que de laisser la direction générale de la sécurité présidentielle tuer ces jeunes. Alors, il y a ce conflit entre la diaspora et les Congolais vivant à Brazzaville, ceux de Brazzaville accusant la diaspora de soutenir les bébés noirs, mais moi j'ai lu ce que les Congolais du Congo et de la diaspora écrivent. Personne ne protège les bébés noirs, personne ne soutient les bébés noirs. Mais attention, le Congo est signataire des conventions internationales sur les droits de l'homme. Le Congo est signataire de la Convention des droits de l'enfant et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À ce titre, le Congo a aboli la peine de mort. Attention! Et ça, c'est un conseil que je donne à M. Oboa, d'arrêter son opération, mais tout de suite. Le Congo a signé des conventions internationales et je vous mets au défi, M. Matoko, vous allez échouer à passer directeur de l'UNESCO. Parce que le moment de débat dans les salles, les gens vont avoir ces images-là, ils ne comprendront pas que quelqu'un qui a travaillé à l'UNESCO, dans son pays, alors qu'il est là, la sécurité présidentielle est en train d'assassiner. Parce que dans le droit, il n'y a pas autre chose que assassinat. Ce sont des assassinats. Le Congo n'a plus de peine de mort, ça a été arrêté. Et toute personne qui pose un acte, aussi crapuleux soit-il, doit être jugée et doit bénéficier d'un jugement équitable et doit avoir le droit de se défendre. L'état de droit est un concept qui s'est progressivement défini à travers l'histoire. Ses origines remontent à la Magna Carta de 1215, c'est-à-dire la première grande charte des libertés. Celle-ci représente les premiers balbutiements du concept de l'état de droit, puisqu'elle instaure quelques principes limitant l'arbitraire du pouvoir royal. De plus, soulignons le rôle de la Révolution française dans l'émergence du concept de l'état de droit. Elle a permis de redéfinir les pouvoirs attribués à l'exécutif en établissant une distinction, c'est-à-dire une dissociation, entre le pouvoir lui-même et les individus exerçant ce pouvoir. L'état de droit peut se définir comme un système de normes juridiques constituant des remparts contre l'exercice arbitraire du pouvoir, c'est-à-dire d'éviter toute domination fondée uniquement sur la force. Cela suppose l'existence d'un droit connu afin de créer des lois précises, connues de tous et impersonnelles, auxquelles personne ne peut échapper, sans quoi une sanction sera appliquée. Autrement dit, l'état de droit prévoit que nul ne doit être au-dessus de la loi, y compris et surtout les individus qui travaillent au service de l'État. Il limite ainsi les pouvoirs de l'État face à la population afin de garantir la souveraineté du peuple et l'égalité entre les individus, et ce, peu importe leur statut ou fonction qu'ils occupent. À la lumière de cette définition, il est possible d'en dégager 4 principes fondamentaux. Premièrement, l'état de droit suppose l'existence de normes juridiques hiérarchisées où chacune des normes se soumet aux normes supérieures qui la valident. De cette façon, il existe au sommet de la pyramide une loi suprême à laquelle chacune des normes inférieures s'y rattache, la Constitution du pays, par exemple la Constitution américaine ou encore la Constitution française. La hiérarchie des normes compte ensuite les engagements internationaux du pays, les lois, les règlements, puis les décisions administratives. Bien sûr, l'ensemble de ces normes doivent être effectives sur le territoire même de l'État.
Par exemple, les lois promulguées et appliquées en Allemagne ne sont pas applicables en Espagne et vice-versa. Deuxièmement, tous sont égaux devant la loi. Cela signifie que chaque individu, tout comme le gouvernement et ses mandataires, sont soumis à la loi. Par exemple, le chef de l'État britannique est tout autant assujetti aux lois qu'une policière ou une enseignante. Ce principe inclut la possibilité pour tous de contester une norme juridique lorsque celle-ci n'est pas jugée conforme. Troisièmement, le droit est prévisible et connu de tous. Cela permet d'assurer la stabilité des normes applicables et d'assurer des droits et libertés fondamentales à tout un chacun. Ainsi, l'ensemble des normes juridiques doivent être claires et rendues publiques, c'est-à-dire qu'elles doivent être accessibles à la population. Quatrièmement, l'État de droit exige l'indépendance judiciaire. Cela implique le droit d'accès à un système de justice indépendant et impartial, une représentation efficace et juste devant les tribunaux, mais aussi une application identique du droit pour tout administré. D'une part, cela exige une séparation des pouvoirs entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. D'autre part, cela signifie que toute transgression de la loi entraîne des sanctions égales pour tout individu. Par conséquent, cela suppose que tous sont traités selon les principes de l'égalité et d'égalité. Or, tous les bébés noirs que Oboa et ses troupes ont tués, aucun n'a été pris sur le fait d'agression criminelle. Ils ont été tous récupérés chez eux, surtout avec de la délation, et avec des jeunes qui ont été tués par erreur. Regardez sur Facebook. Il y a les populations d'un quartier qui disent mais bon, il y a Bonani, mais il y a Outi Balonté, il y a Betakanayen Dembo, Azali Koulounatin. Il y a un jeune qui est allé jouer au foot, au retour, il a été tué parce qu'on l'a pris pour un bébé noir. Il y a des jeunes qui ont été envoyés par leur mère acheter du pain, qui ont été tués. Brazza News lui-même a publié des images des Koulouna pour corriger par la suite que ce n'était pas des Koulouna. Moi, j'ai vu Brazza News. Et vous avez des gens qui ont publié des photos d'un couple de jeunes en disant que c'était des Koulouna, avant de corriger que non, on s'était trompé, c'était pas elle, la Koulouna qu'on cherchait, mais c'était cette jeune albinos. Mais quand bien même c'est cette jeune albinos, on n'a pas à pousser la population à la délation. La preuve, on est en train de dénoncer des pauvres innocents qui sont tués. Or, dans de telles opérations, le risque, c'est de la calomnie, c'est la fausse dénonciation, juste par colère, par haine, par jalousie. C'est pour cela que nous avons le droit. Peu importe ce que ces jeunes ont fait, ce que nous demandons, ce n'est pas de les laisser libres, mais de les arrêter, de les juger. Et c'est la responsabilité des ministères que j'ai cités de mettre en place des politiques publiques et des politiques sociales pour prendre en charge ces enfants-là. C'est leur responsabilité. Sinon, pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont ministres? C'est pour faire quoi? S'acheter de belles voitures? S'acheter de beaux costumes? Voler l'argent pour acheter les maisons en Europe? Disons-le clairement. Donc, Monsieur Oboa, avec votre équipe, ne prenez pas de risques. Monsieur Matoko, faites attention. Vous ne pouvez pas être directeur général de l'UNESCO et laisser dans votre propre pays la sécurité présidentielle assassiner les enfants de la République. Délinquants ou pas, ce sont des enfants de la République. On ne peut pas dire que parce que c'est des délinquants, on peut les assassiner et donc on peut faire ce qu'on veut. Et pour terminer, j'ai une question que je pose à nous, les Congolais. D'habitude, on avait coutume d'entendre que la police et la gendarmerie, et parfois même certains corps de l'armée, ont arrêté des jeunes, ils les ont emmenés au commissariat et les jeunes sont morts. Mais là, je ne comprends pas. Pourquoi la sécurité présidentielle prend un plaisir sanguinaire à les tuer devant la population, à la place de l'Agora? En fait, c'est quoi le message que la sécurité présidentielle essaie de faire passer? Puisque jusque-là, vous avez même des gendarmes. Hein. Il y a cette femme à Pointe-Noire qui dit que son frère policier ou gendarme sortait de garde. Il a été arrêté par d'autres policiers. On l'a amené au commissariat et le lendemain, on nous a dit qu'il était mort. En fait, ils l'ont tué. Il y a beaucoup de jeunes comme ça. Les jeunes de Chakona, vous n'avez pas oublié les jeunes de Chakona. Mais là, je m'interroge, quel est le message caché de ces assassinats devant tout le monde?
Ce ne sont pas les commissariats qui manquent au Congo. Ce ne sont pas les prisons qui manquent. Soyons sanguinaires comme eux. Pourquoi ne pas les arrêter, les mettre au cachot, et c'est au cachot qu'on les fait disparaître. Puisque jusque-là, c'était ça. Et là, on a changé le mode opératoire, c'est les abattre devant tout le monde. Moi, je ne vais pas la faire passer, mais vous l'avez vu sur Facebook, ce jeune que le militaire fait sortir de la parcelle, à peine arrivé dans la rue, devant tout le monde, quand il y a une grande foule, il lui met 2 balles. Ça, c'est un assassinat. Et ce militaire, tôt ou tard, on peut le retrouver, hein. Il sera jugé et il devra rendre des comptes. Face à cette question où je me suis dit, mais quel est le message? Alors, il faut savoir que c'est un comportement qu'on retrouve souvent chez les talibans, chez des régimes de dictature islamistes, où ce sont des lapidations publiques, des pendaisons publiques, des fusillades publiques. On les fusille en public. Et donc, quand un pouvoir dictatorial fait ça, ça vous renvoie déjà 2 messages. Le premier, c'est que le pouvoir a peur. Mais comme le pouvoir a peur, même très peur, le pouvoir veut vous renvoyer aussi le sentiment de peur. En fait, le pouvoir de Brazzaville a peur de la population et surtout a peur que dans 6 mois, à peu près, nous allons avoir une élection présidentielle. Et vous voyez bien que, comparé aux années précédentes, aux échéances électorales précédentes, à 6 mois de l'élection, le PCT, le pouvoir, serait déjà dans une forme d'excitation. On parlerait de cette élection tout le temps. Or, le PCT a épuisé son crédit de promesses. Toutes les promesses possibles et imaginables, le PCT l'a fait. Le PCT a tout promis. L'eau et l'électricité, les emplois, l'émergence, les hôpitaux, les routes. Qu'est-ce que le PCT n'a pas promis? Et on découvre que pour toutes ces promesses, on a sorti l'argent, mais l'argent a été partagé entre les gens du pouvoir. Ça, on en a les preuves aujourd'hui. Ce qui fait que aujourd'hui, le PCT n'a plus de promesses à faire. Sachez-le, l'élection 2026, mars 2026, le gros problème du PCT, c'est promettre quoi aux Congolais? Il n'y a plus. La liste est clôturée. Ils ont déjà tout promis, ils n'ont rien fait. Ils ne vont pas encore promettre les emplois jeunes. Je suis désolé. Ils ont eu 14 000 milliards, ils ont eu le FIGA, ils ont tout eu, ils n'ont pas fait. Ils ne vont pas vous promettre l'électricité. Ils ont sorti 40 milliards qu'ils ont donné à un Congolo-Sénégalais. Ils n'ont rien fait. Ils ne vont pas vous promettre les routes. Bouya sort l'argent de route, il bouffe avec ses amis, ses parents. Donc, ce n'est pas la peine. Ils ne vont pas vous refaire la même chose. Donc, ce qui fait que, et d'ailleurs même au niveau de certains militants du PCT, ça grogne. Vous avez des audios sur WhatsApp, moi je les ai écoutés. Ça grogne. Donc, la peur de 2026 pour savoir qu'est-ce qu'on va promettre et si on n'a rien à promettre, pourquoi les Congolais vont nous laisser au pouvoir et ne pas se soulever? Cette peur fait qu'il faut renvoyer aux Congolais la peur du pouvoir. Mais qui va faire peur au pouvoir? La police, elle n'arrive pas avec les bébés noirs. La gendarmerie, elle n'arrive pas avec les bébés noirs. La justice, le procureur lui-même a été neutralisé puisqu'il n'a pas réglé le problème des bébés noirs. Et donc, l'armée, notre armée, on se moque d'elle. Donc, on va sortir la sécurité présidentielle avec une mission, non pas d'arrêter les jeunes, mais de les tuer devant tout le monde pour que la sécurité présidentielle soit crainte par la population. Et en 2026, si Sassou n'a pas d'autre choix que de se maintenir par la force, eh bien, la sécurité présidentielle a déjà fait le travail de terroriser la population. Voilà l'analyse que cela m'inspire. Parce que je ne vois pas pourquoi ces jeunes qui sont déjà arrêtés, avec tous les moyens déployés, pourquoi on ne partirait pas avec eux au commissariat? Pourquoi les exécuter devant la population? Et même le peuple congolais, ceux qui viennent s'attrouper autour de ces événements, je vous demande de ne plus le faire. Si on arrête un Koulouna, laissez-les faire, restez chez vous. Parce que vous leur donnez une scène comme scène de théâtre. Et le pouvoir a besoin de cette scène-là. Comme ça, vous allez filmer, tout le monde va voir. Et donc là, ça va encore nourrir la peur. Moi, j'ai entendu les messages. En tout cas,
sécurité présidentielle qui n'a plus à la Pointe-Noire. Donc, papa, maman, ben zeng baban ceux qui bien, ba katul ba tatouage, ba ko paska diave. Ah, bino kuna na ngabazo kwa boyoka, sécurité présidentielle les akoya. E batata bo kanga baba na e bolongola bango ceux qui mal ya kitoko, ceux qui mona lati e lamba mabe, alongola. Parce que ceux qui te bakar bako kanisa ke aza bébé noir. Na butu abimate, afana kana ndako. Ceux qui butu est commis abimate. Mais tout ça, ce sont des messages prélude à l'élection présidentielle, c'est-à-dire c'est ce qu'on va vous demander à l'élection présidentielle de 2026. Que, attention, la sécurité présidentielle a été déployée dans tout le Congo, ne sortez pas. Et on va publier des faux résultats de l'élection présidentielle et ça va se maintenir au pouvoir. Voilà ce que ça peut m'inspirer comme analyse et peut-être aussi qu'il y a des enjeux entre eux au pouvoir, ceux qui veulent que Sassou parte, parce que même au PCT, il y a ceux qui pensent que Sassou a fait son temps. Prenez seulement le procès d'Abira Nyangambwala. Le procès d'Abira Nyangambwala a fait comprendre à Sassou Nguesso que même dans son cercle, il n'y a pas que des automates, il n'y a pas que des robots. Il y en a qui pensent à l'après Sassou. Et donc, dans les groupes Mboshi, Nyangambwala se trompe en disant « Nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'avenir de Mboshi, c'est faux. » Même parmi les Mboshi, il y a ceux qui veulent que Sassou parte. Donc la sécurité présidentielle, c'est un message comme quoi si Sassou veut rester, ceux qui vont bouder, la sécurité présidentielle fera le job. Mais attention, là où vous vous trompez, c'est que toutes les images qui traînent sur Internet, c'est encore récent, mais le travail est en train d'être fait. La Fédération internationale des droits de l'homme va s'en charger. Des plaintes seront déposées à l'international. Tous ceux qui sont coupables de ces assassinats, et je l'espère vivement, ils ne mettront plus les pieds hors du Congo. Et surtout ne viendront plus se soigner en Europe, parce qu'ils seront arrêtés et jugés. Ça c'est clair, on ne peut pas laisser faire ça. Qu'ils arrêtent des bébés noirs criminels, nous sommes tous d'accord là-dessus. Il appartient au ministère de la Justice de faire son travail. L'incompétence du ministre de la Justice ne peut pas justifier des assassinats des jeunes. Ah mais oui, mais puisqu'ils vont en prison, ils sortent. On s'en fiche. Ce n'est pas parce que le ministre de la Justice est médiocre. Si le ministre de la Justice est médiocre, il appartient à Collinet de le limoger et de trouver un ministre de la Justice compétent. Si le ministre de l'Intérieur est médiocre, il appartient à Collinet Makosso de le limoger et de mettre un ministre de l'Intérieur compétent. Mais l'incompétence des dirigeants ne peut pas justifier le fait qu'en retour, on puisse assassiner les délinquants. Ce n'est pas possible. Ça, dans aucune justice, dans aucun état de droit, cela n'est acceptable. Et c'est ce qui fait que ceux qui pensent que dire ça, c'est soutenir les bébés noirs, c'est faux. C'est vraiment faux. Moi, j'ai entendu des gens tenir des propos très graves, qu'il faut tuer les bébés noirs, brûler leur corps, emprisonner leurs parents. Ce monsieur qui l'a dit, si c'est lui le président du Congo, comment il traite le problème de la délinquance des mineurs? Si c'est lui le ministre de la Justice, il va demander quoi? De tuer et de brûler le corps. Mais c'est quoi cette soif de sang? Dans l'exposé que je viens de vous faire, je vous ai fait des propositions claires de la gestion de la délinquance des mineurs. On peut mettre en place des commissions qui vont travailler et qui vont faire des propositions aux différents ministères pour que les jeunes soient pris en charge. À tous les niveaux. Scolarité, insertion, logement, employabilité. On peut dire à des entreprises, si vous employez un jeune de 16-17 ans jusqu'à 25 ans, vous bénéficiez de l'allègement des charges fiscales et des charges sociales. C'est-à-dire jusqu'à 25 ans, c'est l'État qui prend en charge ces choses-là. Et il y a des aides au titre de l'allocation familiale, de sorte que ces jeunes-là soient accompagnés dans l'accession au logement. C'est à l'État de penser cela avec les spécialistes de tous bords et avec des institutions ou des établissements qui vont nous faire des propositions là-dessus. Mais on ne travaille pas, on passe son temps à faire les mariages et les fêtes, et quand la jeunesse est dans la délinquance, on les assassine. Eh bien, un tel État ne peut pas être émergent et moins encore se développer. Donc voilà, mes chers téléspectateurs, ce que je souhaitais échanger avec vous à ce sujet des jeunes Kuluna, mais qui ne sont pas que
des jeunes Koulouna, c'est la délinquance des mineurs. Là, ça a atteint le paroxysme, puisqu'on est dans des assassinats des pauvres citoyens qui doivent vivre paisiblement. Mais attention, par-delà tout, c'est de la responsabilité de la société et surtout du gouvernement de faire des propositions et de mettre en pratique les lois de la République pour protéger la jeunesse et non pas les assassiner comme on est en train de voir. Merci en tout cas pour votre écoute. J'espère que vous serez nombreux à liker, à commenter et à enrichir cet exposé. Je vous dis à bientôt pour nos prochaines chroniques. Pour le moment, portez-vous bien, soyez toujours sereins, croyez en vous, croyez en l'avenir et réfléchissez toujours par vous-même. Sachez-le, le grand philosophe Socrate a été condamné à mort à boire la ciguë parce qu'il a demandé à la jeunesse de faire attention à la corruption, à la manipulation et que la jeunesse devait penser par elle-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point l'esprit humain est faible et que nous avons tendance à imiter les actes et les paroles des autres. De quelle couleur est cette chemise? Verte. Si un étudiant arrive en retard au cours, comme ça se produit régulièrement, je vous demanderai de quelle couleur est cette chemise et vous me répondrez rouge. Compris? De sa conscience. Pensez par vous-même. Ne laissez pas les autres perturber votre pensée. Dites-vous, si j'étais à la place, que ferais-je? Si j'étais concerné, que ferais-je? Ce que fait Oboa, c'est comme s'il disait, on se rend justice soi-même, puisqu'on a appris qu'en réalité, c'est suite à l'agression d'un agent de la sécurité présidentielle ou de la famille du président. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais n'empêche, la réponse n'est pas adaptée pour un état de droit. Donc, pensez par vous-même, analysez les choses par vous-même, soyez des chercheurs. Le Christ a dit, cherchez et vous trouverez. N'arrêtez pas de chercher jusqu'à ce que vous trouviez la vérité. Je vous dis à bientôt pour nos prochaines chroniques.